Simplement pour revenir un peu à l'oral sur une question qui nous a été posée pendant la pause concernant la rénovation énergétique en appartement indépendamment de la copropriété. Euh, donc il existe des territoires où il y a des contre-indications financières, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de mobiliser le parcours accompagné en appartement. C'est des choses qui peuvent être décidées en instruction locale. Il ne me semble pas que ce soit le cas sur la métropole Aix-Marseille-Provence. En revanche, l'ALEC et l'AMEC, nous avons monté l'année dernière un projet européen qui s'appelle Waterlife, qui est associé entre autres à notre plateforme Loutre. Et dans ce projet européen, on a une de nos ambitions qui est d'augmenter et de voir systématiser la transformation de volontés individuelles d'appartements en projets de copropriété. D'autant que les décideurs publics locaux ne sont pas forcément satisfaits des rénovations en appartement qui se basent pour beaucoup sur l'installation de pompes à chaleur non déclarées pour atteindre les sauts de classe nécessaires, ou des isolations intérieures qui vont venir créer des contraintes quand les pouvoirs publics souhaiteraient après lancer des campagnes de ravalement de façade avec isolation par l'extérieur, par exemple. De ce côté-là, bien qu'il n'y ait pas de contraintes financières, au niveau du service public, on va à chaque fois essayer de trouver les solutions qui pourraient permettre d'aller chercher un projet plutôt collectif. Et du coup, le pôle individuel et le pôle copropriété de la LEC et de la MEC travaillent régulièrement ensemble et se transfèrent les dossiers quand des volontés individuelles ont un potentiel d'aboutir à des projets plus ambitieux. Je vais vous proposer de commencer du coup la partie sur les aides financières en copropriété. On va dans un premier temps parler des dispositifs nationaux que vous devez pour certains déjà connaître parce qu'ils sont plutôt réguliers, ils ne changent pas trop chaque année. Donc le gros dispositif MaPrimeRénov' copropriété qui permet de financer des projets de rénovation énergétique ambitieux. Donc il faut atteindre 35 ou 50% d'économie d'énergie qui sont justifiés par une étude énergétique réalisée par un professionnel RGE pour des copropriétés de plus de 15 ans et avec un besoin de lot à usage d'habitation principale, que ce soit des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs, qui peut se calculer soit par le nombre de lots, soit par le nombre de tantièmes. Selon les cas, on prendra celui qui permet de valider l'éligibilité. En tout cas, on peut constater que des fois, ce critère peut être contraignant dans des secteurs fortement touristiques, avec beaucoup de Airbnb. Mais d'un autre côté, pour l'avoir vu sur certains projets, les Airbnb sont souvent sur des petits logements. Et quand on a des copropriétés avec des typologies qui varient du T1, T2 au T5, souvent les T5 sont occupants. Et du coup, c'est sur les tantièmes qu'on arrive à atteindre plus facilement ce 75% de leur usage d'habitation principale. À noter que pour les copropriétés de 20 lots ou moins, ce taux est un peu abaissé à 65% pour faciliter l'éligibilité. Euh, pour le bon suivi des projets de rénovation énergétique financés par MaPrimeRénov' copropriété, il y a deux acteurs de prestations intellectuelles qui sont nécessaires au bon suivi du projet. Une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va apporter un accompagnement technique, financier et social. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner la copropriété dans son montage de dossier, mettre en relation avec les banques quand il y a des prêts à faire à côté. Également identifier les situations individuelles qui permettraient d'avoir des bonus supplémentaires. Et sur l'accompagnement technique, c'est entre autres confirmer que les propositions de la maîtrise d'œuvre sont conformes à ce qui avait été préconisé par l'audit énergétique. Et dans certains cas, si l'assistance à maîtrise d'ouvrage arrive seule sur le projet, cet accompagnement technique peut être l'accompagnement de la copropriété à la consultation d'une maîtrise d'œuvre avec la réalisation d'un cahier des charges. Maîtrise d'œuvre qui est obligatoire dès que les travaux dépassent les 100 000 euros et qui permet de concevoir le projet, de faire la consultation d'entreprise et de s'assurer qu'en fait que tout le chantier qui va être financé à l'arrivée par l'ANA en partie sera réalisé dans les meilleures conditions. Le montant de l'aide, en fait, il dépend
des économies d'énergie qui sont atteintes. Ça fait depuis janvier 2024 qu'on a cette possibilité d'aller chercher 50% d'économies d'énergie et de gagner du coup 15% de financement supplémentaire sur le montant hors taxe des travaux et de la maîtrise d'œuvre. Également, depuis l'année dernière, on a la prise en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est plus importante. Donc on a vraiment constaté depuis 2024 une volonté d'aller pousser un peu plus sur la copropriété, sur des projets plus ambitieux, donc qui dépassaient les 35%, mais également en finançant plus facilement l'assistance à maîtrise d'ouvrage et encore plus sur les petites copropriétés qui étaient souvent des copropriétés qui n'allaient pas se lancer sur des projets MaPrimeRénov' copropriété à cause, en grande partie, du montant de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui a une mission qui n'est pas forcément très compressible en fonction de la taille de la copropriété, entre 20 et 50 lots, par exemple. Il y a également des bonus qui existent, sortie de passoire énergétique, qui permettent d'augmenter directement le pourcentage de financement. Les copropriétés fragiles, donc qui dépendent soit du taux d'endettement de la copropriété, soit également de sa position géographique. À noter qu'il y a de nombreux secteurs de NPNRU, donc nouveau programme national de renouvellement urbain sur la métropole, et qui permettent pour toutes les copropriétés présentes dans ces secteurs d'être éligibles à ce bonus, qui est plutôt intéressant. Quand on mobilise ce bonus de copropriété fragile, en revanche, la copropriété ne peut pas mobiliser les certificats d'économie d'énergie. Dans le travail de l'AMO, je vous disais qu'il y avait un travail d'enquête sociale, entre autres pour identifier les propriétaires occupants qui seraient modestes ou très modestes, qui ont le droit, associé à leur lot, à une prime individuelle, puisque les montants de base qui sont annoncés sur MaPrimeRénov' copropriété ne dépendent pas des revenus, ce qui permet de ne pas exclure les revenus très importants. Mais en parallèle, du coup, il y a des possibilités de primes individuelles pour permettre aux revenus plus modestes d'avoir un financement plus important. Également, depuis l'année dernière, MaPrimeRénov' copropriété permet de financer des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les accès d'immeubles, avec une prise en charge à 50%. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir sur notre territoire avec la prise en charge de l'ANA, mais on avait déjà constaté sur des projets exemplaires des volontés de copropriété d'aller plus loin que la rénovation énergétique. Et du coup, ce dispositif-là qui est associé à MaPrimeRénov' copropriété permet du coup d'intégrer certaines de ces volontés dans des copropriétés qui seraient par exemple vieillissantes et qui auraient besoin d'accompagner l'évolution des occupants de la copropriété. À noter quelques évolutions sur MaPrimeRénov' copropriété. Enfin déjà, au niveau des spécificités locales, euh, MaPrimeRénov' copropriété nécessite une étude énergétique pour justifier du gain de 35 ou de 50% d'économie d'énergie. Il est bien indiqué que ce professionnel doit être RGE, donc étude RGE très précisément. Euh, on sait de sources sûres, directement auprès de l'instructeur local de l'ANA qui est la DDTM, que les DPE collectifs peuvent être acceptés lorsqu'ils sont réalisés par un professionnel RGE. Donc c'est quand même une nuance à avoir parce que le DPE collectif peut être réalisé par des professionnels qui ne sont pas RGE, mais qui sont simplement DPE mention. Euh, mais dès lors que le professionnel est RGE, ça permet de justifier des économies d'énergie, ce qui en copropriété est très intéressant pour nous du fait des obligations de DPE collectif et de plan pluriannuel de travaux associés à un DPE collectif qu'on constate depuis 2023. Sur les évolutions de 2025, un des gros points qui revient, comme on l'avait eu également sur les logements individuels, c'est l'arrêt du financement sur les chaudières gaz. Donc, pour l'instant, les chaudières gaz sont encore financées lorsque les programmes de travaux sont votés au plus tard le 30 juin de cette année, avec des dossiers déposés au plus tard le 30 septembre de cette année. Et pour une période transitoire, on va dire jusqu'à fin 2026, il sera encore possible d'intégrer le gain énergétique du changement de la chaudière, mais son coût ne pourra pas être pris en charge. Ce qui veut dire que dans beaucoup de projets, il va falloir désormais se tourner vers des solutions d'énergie renouvelable, de bois énergie également, pour continuer d'avoir une éligibilité sur l'ensemble du projet. Là, on a encore
un peu moins de 2 ans pour intégrer le gain énergétique sans la prise en charge, mais la prise en charge d'une chaudière d'une grosse copropriété, c'est quand même des sommes importantes et ça peut être plus intéressant d'aller chercher une solution qui pourra être prise en charge. Également, ce qu'on a pu constater, c'est que la possibilité de mobiliser les études en THCEX, qui devait s'arrêter au 31 décembre 2024, a été à nouveau prolongée de 2 ans, jusqu'au 31 décembre 2026. Ce qui permet du coup aux copropriétés qui le souhaitent d'aller chercher des études qui seraient un peu plus précises qu'un DPE collectif, même si le THCX reste un moteur de calcul de contrôle plutôt que de conception et qui du coup a également un certain nombre de limites vis-à-vis du fonctionnement réel du bâtiment. Associé à ma prime rénov' copropriété depuis janvier 2024 également, s'est mis en place une expérimentation à destination des petites copropriétés, donc des copropriétés de moins de 20 lots, qui seraient situées soit dans des OPA, soit dans des POPAC. Donc OPA, Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. POPAC, c'est des programmes pour sortir des copropriétés qui seraient en situation difficile. Donc à chaque fois, c'est des opérations où on va retrouver des opérateurs AMO qui vont pouvoir suivre les projets qui y seraient mis. Donc ils ont sorti cette expérimentation qui court jusqu'à décembre 2026 sur ces territoires d'OPA et de POPAC pour dire que les copropriétés bénéficient d'un accompagnement renforcé et du- d'un secteur qui est peut-être un peu plus actif du fait de la présence de ces opérations. Mais on le souhaite et on espère que, suite à cette expérimentation, l'ANA aura récupéré suffisamment d'informations pour pouvoir proposer un dispositif national qui permet aux petites copropriétés d'aller bénéficier plus facilement d'un dispositif tel que MaPrimeRénov' copropriété. Le gros point de différence en fait qu'on va retrouver vis-à-vis de l'expérimentation comparée au dispositif classique, c'est que l'objectif de 35% d'économie d'énergie minimum n'est plus demandé. À la place, il est remplacé par un garde-fou d'au moins 15% d'économie d'énergie, qui seront justifiés soit par un audit énergétique, soit par un DTG, réalisé par un professionnel RGE. Et si l'étude énergétique montre qu'il est possible de faire par exemple 25% d'économie d'énergie, la copropriété devra réaliser l'ensemble des travaux et du coup atteindre les 25%. Donc on passe d'un objectif à un garde-fou, mais avec quand même une obligation de réaliser tous les travaux. L'autre point important, c'est que les petites copropriétés, elles vont se trouver plus souvent dans des secteurs avec des contraintes architecturales, et du coup, la condition de montant de travaux pour la maîtrise d'œuvre est retirée, et l'ensemble des projets qui participent à cette expérimentation nécessitent l'intervention d'une maîtrise d'œuvre. Du fait de la présence uniquement d'un garde-fou à 15% d'économie d'énergie, on retrouve uniquement le même montant que celui qu'on trouvait pour le dispositif classique à 35% d'économie d'énergie. À noter que ce soit pour l'expérimentation ou pour MaPrimeRénov' copropriété classique, pour les copropriétés de moins de 20 logements, en plus d'un montant par logement plus important sur l'AMO, il y a un montant plancher de 3 000 euros qui permet du coup aux toutes petites copropriétés de s'assurer un montant minimum de financement sur la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On va maintenant pouvoir passer au certificat d'économie d'énergie, donc que vous connaissez certainement, qui sont des aides qui sont distribuées par les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, sur la base de fiches d'opérations standardisées qui sont réalisées, qui sont éditées par l'ADEME et par le pôle national des C2E. Il y a un certain nombre de certificats d'économie d'énergie qui permettent d'être majorés dans le cadre de coups de pouce. Aujourd'hui, en copropriété, on le retrouve justement pour le remplacement de chaudières, fuel, gaz et charbon par des énergies, enfin pour la sortie d'énergie fossile, donc pour les pompes à chaleur et pour le bois énergie également. Et il existe également un coup de pouce à la rénovation globale qu'on va voir juste après. Et justement, à noter qu'il est soit possible de mobiliser les fiches en poste par poste ou en rénovation globale, comme pour la plupart des dispositifs d'aide financière qui existent, que ce soit en logement individuel ou en copropriété. Quand il existe du poste par poste et de la rénovation globale, il faut faire le choix au moment de la mobilisation des aides de celui qu'on souhaite mobiliser.
Petit point d'actualité du coup sur les C2E et en particulier sur la suppression de la fiche BAR TH145 qui était la fiche C2E qui finançait justement la rénovation globale en copropriété et qui a été remplacée depuis novembre 2024 par la fiche BAR TH177. Donc le remplacement de cette fiche fait suite à de nombreuses fraudes qui étaient réalisées sur la fiche BAR TH145 du fait de la possibilité de cumuler des QMAC en fonction d'économies d'énergie théoriques sur le bâtiment. On constatait beaucoup d'audits qui étaient faux avec des consommations de départ énormes. Et après, un simple remplacement de chaudière permettait d'atteindre des fois 80% d'économie d'énergie, ce qui permettait de vendre des projets à 1 euro. Cette fiche-là s'est arrêtée pour être remplacée par la fiche BAR TH177 qui s'appuie beaucoup sur les retours d'expérience en fait, de MaPrimeRénov' copropriété, puisque ce qui se passe, c'est que ils se sont basés sur ce qui se passait réellement sur MaPrimeRénov' copropriété. Donc il y a eu un forfait de 2100 kWh CUMAC par mètre carré qui a été mis en place. Du coup, peu importe les économies d'énergie qu'il y a dans le projet dès qu'on atteint 35% d'économie d'énergie, ce sera 2100 kWh CUMAC. Si on fait 70%, ce sera toujours 2100 kWh CUMAC. Et donc, on a pu constater depuis novembre que les projets qui pouvaient se baser sur la fiche 177 ne permettaient pas de venir frauder à nouveau, ce qui permet d'avoir donc un écosystème qui est plus sain. À noter que pour la fiche Bartin 77, il faut bien un audit énergétique et non pas un DPE collectif. Donc le moteur de calcul demandé, c'est plutôt le 3CL DPE 2021. Je sais que de nombreux professionnels se questionnent sur la compatibilité entre la méthodologie d'audit énergétique et le moteur de calcul 3CL DPE 2021. On n'a malheureusement pas plus de solutions que vous là-dessus, mais de ce qu'on sait, maintenant que l'audit réglementaire en maison individuelle a bien été cadré les années précédentes, il devrait y avoir un travail similaire sur la copropriété pour permettre de faire en sorte que un audit énergétique puisse être compatible réellement avec une méthode 3CL DPE 2021. Euh, un point important également, c'est que l'arrêt de la fiche BAR TH145 remplacée par la TH177 permettait également de se mettre en conformité avec la réglementation européenne au niveau du financement du gaz. Donc, c'est-à-dire que et des énergies fossiles en général, c'est-à-dire que le projet ne peut plus conduire à l'installation de systèmes charbon ou fioul hors réseau de chaleur, et également hors réseau de chaleur si le projet conduit à l'installation de systèmes gaz, ce dernier ne doit pas dépasser 30% de taux de couverture. Donc après, c'est une fiche qui est éligible à partir du moment où il y a 3 foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts. Donc ça veut dire que par exemple, sur une monopropriété où la personne ne louerait pas de manière en résidence principale ses logements, elle ne sera pas éligible à cette fiche, alors qu'auparavant, sur la Bartage 145, il était possible de la mobiliser sur des monopropriétés qui n'étaient pas encore occupées. En parallèle de cette fiche, du coup, l'État a mis en place un coup de pouce rénovation performante jusqu'à la fin de l'année 2025. C'est un coup de pouce, donc à chaque fois, on n'a pas trop de visibilité sur ce qui va se passer après l'année 2025. Mais où ils y ajoutent des conditions supplémentaires. Donc on constate qu'ils s'appuient une nouvelle fois sur MaPrimeRénov' copropriété pour mettre les mêmes conditions de l'eau à usage d'habitation principale. Et après, donc il y a des volumes de certificats qui sont multipliés en cas de passage à des énergies renouvelables, euh, mais qui sont également multipliés même s'il n'y a pas de passage en énergie renouvelable dans le projet. Euh, Maintenant, on va pouvoir passer à la question des dispositifs locaux. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. J'y reviendrai plutôt à la fin. Comme ça, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure et j'y reviendrai à ce moment-là. Ça permettra aussi potentiellement à l'ensemble des participants peut-être de se questionner sur d'autres questions si on fait vraiment une séquence questions à la fin. Donc sur les dispositifs locaux, il y a en particulier un dispositif
dont on souhaitait vous parler aujourd'hui, c'est la mise en place d'un dispositif qui s'appelle CoPro de pluie, qui a pour ambition d'améliorer les espaces extérieurs pour la qualité de vie dans les copropriétés. Donc c'est quelque chose qui est porté uniquement au niveau de Marseille. Donc l'objectif est d'accompagner techniquement, juridiquement et financièrement les copropriétés pour essayer l'objectif est de rendre perméables les sols. Donc on a beaucoup de copropriétés avec des grands parkings imperméables, d'aller chercher la valorisation des eaux de pluie et de recréer du lien social dans la copropriété sur des espaces qui récupèrent des qualités. Et en allant chercher toute cette question des imperméabilisations, ça permet de recréer des îlots de fraîcheur. Ça permet à la biodiversité de retrouver des espaces de vie autour de nos copropriétés. Et après, directement, ça agit également contre la pollution des milieux naturels du fait de la diminution des écoulements des réseaux d'assainissement et depuis les zones imperméables. Il y a beaucoup de pollution qui restent sur les zones bitumées et qui là ne seront pas écoulées et accumulées dans un milieu naturel en particulier. Donc l'objectif actuel, c'est de générer des projets ambitieux et de faire connaître les offres du territoire. Euh, Ce projet, là, il a commencé là en 2025, il court jusqu'à 2027. L'idée étant, dans le cadre de cette première expérimentation qui va se faire sur une quinzaine de copropriétés, de bien dimensionner les accompagnements qu'il y a besoin du côté du service public, également de voir quels sont les dispositifs d'aide financière qui sont cohérents avec les ambitions qui sont associées, mais aussi pouvoir déjà créer une émulsion locale au niveau des acteurs professionnels pour faire en sorte qu'après, potentiellement, ça puisse continuer euh, après 2027. Donc, sur ce dispositif, il y a des aides financières qui sont disponibles. Une aide financière qui est portée par la métropole Aix-Marseille-Provence pour les copropriétés d'au moins 5 lots d'habitation, qui permet de financer tant une partie concertation pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une AMO dès le début qui vient cadrer le projet, également qui permet de financer la maîtrise d'œuvre et les travaux, donc que ce soit préparation de sol, végétalisation, installation de récupérateurs d'eau pluviale, ce genre de choses. En parallèle d'Aix-Marseille-Provence, il y a également une aide du département des Bouches-du-Rhône qui permet de financer la fourniture et la pose de récupérateurs d'eau de pluie de plus de 500 litres par un professionnel, pour des cuves et des cuves enterrées avec des montants du coup qui diffèrent. Euh, pour le coup, ces demandes-là se font directement sur la plateforme du département, euh, comme c'est déjà le cas pour Provence et Corénov dans les logements individuels. Actuellement, nous, on est aussi en négociation avec l'Agence de l'eau pour essayer de trouver des cadres de subvention, en particulier aux études de dimensionnement et à certains travaux qui permettraient d'aller un peu plus loin dans le projet de rénovation de ces espaces verts, de réhabilitation de ces espaces des fois un peu laissés pour compte, pour faire en sorte de mieux vivre dans nos copropriétés. Si on a profité de ce webinaire pour vous en parler, c'est entre autres parce que euh, on va s'appuyer sur notre outil Loutre, encore une fois, pour déployer cette politique. À ce titre-là, on ouvre le référencement à plein de nouvelles prestations qui sont nécessaires pour la bonne réalisation de ce projet. Donc, que ce soit la maîtrise d'œuvre paysagère pour les architectes, les paysagistes et les bureaux d'études qui seraient au PQIBI sur cette prestation-là, un certain nombre d'études topographiques, géotechniques, hydrauliques et après, les différents types de travaux qu'on a identifiés comme nécessaires. À savoir que sur l'ensemble de ces types de prestations, on a une liste de certifications qu'on a identifiées comme pouvant être les bonnes pour justifier du référencement ou non des professionnels. Mais là, du fait que le projet doit se faire assez rapidement, euh, on ne sera pas aussi strict que sur la partie rénovation énergétique. Euh, Si vous avez également les moyens de justifier des compétences hors certification, je pense particulièrement à certaines entreprises de travaux, c'est des choses qui peuvent bien sûr se faire. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail professionnelle pour qu'on puisse gérer
des potentielles ouvertures au référencement sur ces prestations. En copropriété, on va également parler un petit peu de financement, donc les modalités de financement de projets en copropriété. À noter, du coup, bah, la copropriété a toutes ses complexités, toutes ses spécificités. Du coup, lorsqu'il y a une décision qui est faite en assemblée générale, il y a une nécessité de faire des appels de fonds associés à cette décision. En fait, en assemblée générale, il y a toujours un vote de devis suivi d'un vote des modalités de comment est-ce qu'on finance ce devis-là, qui est souvent un moment où il y a plus de débats que lors du vote des devis, en particulier quand le service public est là pour faciliter la compréhension sur la partie technique des devis. C'est plutôt sur le comment on finance que ça pose plus de questions. Donc à ce moment-là, ils peuvent soit décider de financer euh, en plusieurs fois, sur 3 4 mois. C'est également à ce moment-là qu'ils définissent la clé de répartition des quotes-parts, parce qu'il peut y avoir plusieurs clés de répartition en fonction de si c'est une copropriété avec plusieurs bâtiments, etc. À ce moment-là, ils peuvent également, du coup, décider de prendre l'intégralité des fonds nécessaires sur le fonds de travaux de la copropriété qui sont censés abonder tous les ans. Et c'est également à ce moment-là qu'ils peuvent souscrire au nom du syndicat des copropriétaires à un emprunt collectif avec une adhésion libre des copropriétaires qui décident soit de répondre à l'appel de fonds associés, soit de souscrire à un emprunt collectif pour financer l'appel de fonds. Donc c'est quelque chose qui se fait normalement peu ou pas sur les parties études, mais pour les travaux, c'est plus systématique d'avoir ces questions d'emprunt collectif qui sont associées aux appels de fonds. Euh, donc sur les prêts collectifs, il y a deux prêts qui vont être intéressants pour les copropriétés. L'éco-prêt à taux zéro collectif et le prêt à collectif classique pour les autres travaux qui ne dépendent pas de la rénovation énergétique. Il y a un certain nombre d'avantages à mobiliser un emprunt collectif plutôt que des emprunts individuels. Il y a peu ou pas de prise en compte des conditions individuelles des copropriétaires, que ce soit sur leur âge, leur santé ou le taux d'endettement. C'est en particulier le cas sur l'éco-prêt à taux zéro collectif où il est possible de mobiliser un éco-prêt à taux zéro en ayant plus de 90 ans, ce qui est beaucoup plus difficile si vous allez voir vous-même votre banquier ou votre banquière pour demander un prêt, du fait que la solvabilité de la copropriété est plutôt vérifiée au niveau du fait que les comptes de la copropriété soient sains et que la copropriété soit bien gérée par un syndic qui soit bénévole ou professionnel que par les situations individuelles. Également, il y a les cautions de désolidarisation, donc ce qui permet, en cas d'impayé de certains copropriétaires, d'éviter que ce soit les autres copropriétaires qui payent. Donc c'est vraiment un argument qui est assez intéressant pour permettre aux copropriétaires de se lancer dans ces prêts collectifs. Et en plus, ça ne nécessite pas de changer de banque parce qu'en fait, le prêt est fait au nom du syndicat des copropriétaires. Et après, il y a des appels de fonds qui sont faits pour répondre aux différentes mensualités de l'emprunt. Aujourd'hui, sur les prêts collectifs éco-prêt à taux zéro, on a deux banques qui le proposent, la Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance, qui sont des banques qui sont assez disponibles pour échanger si besoin lorsque vous avez des questionnements sur les prêts qu'ils offrent. Ce qu'on constate souvent, c'est qu'ils vont faire des offres qui intègrent autant un prêt à taux zéro et un prêt collectif classique, parce que le cadre de l'éco-prêt à taux zéro, on va le voir juste après normalement, c'est que euh, l'éco-prêt à taux zéro, le taux n'est pas à 0%. L'État prend en charge le taux d'intérêt et du coup envoie à la banque des crédits d'impôt. Donc dès qu'il y a des crédits d'impôt, il y a des cadres quand même assez stricts de la part de l'État. Et du coup, sur ce point, la banque va beaucoup regarder chaque poste de travaux, vérifier s'ils sont bien éligibles. Et en absence d'éligibilité sur certains postes de travaux, ça peut être le cas dans un certain nombre de projets, combiner autant un éco-prêt à taux zéro et un prêt classique, avec à chaque fois les copropriétaires qui vont décider de souscrire à l'un, à l'autre ou aux deux. Euh, D'autant que jusqu'à il y a peu, les avances de subvention n'étaient pas possibles avec l'éco-prêt à taux zéro collectif. Donc souvent, la banque proposait l'avance des subventions par un prêt classique.
et le reste par un éco-prêt à taux zéro. Mais les banques sont censées maintenant proposer petit à petit l'avance de subvention, bien que ça crée d'autres contraintes du fait que bah, avant, les copropriétaires pouvaient solder un des deux prêts une fois qu'ils recevaient la subvention, alors que là, ces prêts ne peuvent pas être soldés partiellement. Donc quand ils reçoivent 7 000 euros d'aide, mais qu'ils ont encore 20 000 euros à payer, ils ne peuvent pas donner ces 7 000 euros à la banque pour solder partiellement le prêt. Ils sont obligés de les garder sur le côté en attendant de pouvoir solder le prêt plus tard s'ils le souhaitent. Après, à noter qu'aujourd'hui, les coprêts à taux zéro qui peuvent aller jusqu'à 25 ans peut être considéré comme une aide qui peut être aussi importante que ma prime rénov copropriété dans de nombreux cas, du fait des économies d'intérêt sur 15 à 25 ans. À noter que, bien que ce prêt collectif ne vérifie pas les situations individuelles de chacun pour l'éligibilité, il y a quand même des conditions d'éligibilité. Euh, un point important, c'est que c'est uniquement pour les logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale. Donc, encore une fois, ici, les propriétaires de Airbnb ou de résidences secondaires ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Euh, il permet de financer les travaux dans les parties communes et les équipements communs, mais également les parties privatives dans la mesure où les travaux sont d'intérêt collectif. Donc ça, c'est un point intéressant. Ça rebondit de la même manière que ma prime rénov copropriété qui permet aussi de financer les travaux privatifs d'intérêt collectif. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un travail important de l'AMO pour trouver les bonnes mensualités, comprendre en fonction de la copropriété s'ils ont plutôt besoin d'un prêt sur un plus long terme avec des mensualités plus faibles ou d'un prêt plus court avec des mensualités plus élevées, pour vraiment dimensionner comme il faut l'emprunt. Euh, Également, ça permet aussi, selon quand l'AMO arrive dans le projet, de mieux dimensionner le programme de travaux qui sera associé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des AMO qui maîtrisent ce sujet-là. On va faire un point assez rapide sur le parcours d'accompagnement en copropriété, simplement pour que vous compreniez un peu mieux comment l'accompagnement de la LEC et de la MEC sur les copropriétés est fortement dépendant de l'existence de ces aides financières. Globalement, on a mis en place tout un processus d'accompagnement de la copropriété, tout un parcours qui prend bah, plusieurs années, hein. On est en copropriété, donc avec une seule AG par an, ça s'allonge assez rapidement, mais qui a pour objectif de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'étape oubliée avant de passer à l'étape des aides financières. Donc dans un premier temps, ça va être de déclencher un processus au sein de la copropriété en discutant avec l'ensemble des copropriétaires, en organisant des réunions avec eux pour trouver quel serait le projet pertinent pour la copropriété, quelle serait l'étude la plus pertinente. Est-ce qu'il y a une vraie volonté collective ou est-ce que c'est simplement quelques copropriétaires individuels isolés qui souhaiteraient faire des choses et du coup comment est-ce qu'on transforme ces volontés individuelles en projets collectifs? Après avoir fait cette première phase de préparation et de compréhension, enfin, donc pendant laquelle on va aussi regarder les documents qui sont déjà présents dans la copropriété. Sur toute cette base-là, on va dire, OK, quelle est l'étude la plus pertinente pour la prochaine étape du projet? Donc aujourd'hui, on constate que l'étape la plus pertinente dans beaucoup de cas, c'est le plan pluriannuel de travaux associé à un DPE collectif réalisé par un professionnel RGE. Parce que ça facilite la prise de décision pour les copropriétaires qui sont encore un peu sceptiques, puisque le PPT étant une obligation réglementaire, ils sont d'accord pour financer cette étude-là obligatoire, qui permet en plus de pouvoir se projeter sur un potentiel dispositif éligible sur la suite du projet. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise un cahier des charges. Les copropriétaires consultent des professionnels sur la plateforme Loutre ou directement par mail ou téléphone. Nous, on analyse les devis. On on peut présenter cette analyse de devis en réunion d'information ou en assemblée générale pour aider les copropriétaires à comprendre un peu plus ce qu'il en est. Et une fois que l'étude est votée, on peut participer aux réunions en présence du professionnel, ce qui peut parfois vous aider, vous, à avoir un interprète, on va dire, entre vos contraintes techniques
et en face les envies de la copropriété qui n'étaient pas forcément reflétées dans le cahier des charges ou qui se sont ajoutées après consultation et qu'on puisse être là entre deux pour faire en sorte d'éviter que des tensions se créent. Et également, à l'arrivée, on va analyser l'étude qui sera réalisée. En particulier, depuis plus d'un an maintenant, on ouvre les fichiers XML des DPE qui sont déclarés sur l'ADEME avec le logiciel Pléiade pour vérifier la saisie et voir exactement quel est le scénario le plus intéressant pour la copropriété. Ce qui nous arrive régulièrement d'inviter les professionnels à revoir quelques éléments. Et comme on le précisait déjà précédemment, on fait tout pour ne pas venir dégrader les relations commerciales entre les professionnels et les porteurs de projets. Donc quand on constate des erreurs dans les études, ce qui peut arriver, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus, on entre en contact directement uniquement avec le professionnel pour obtenir des éléments de réponse et sans directement créer des risques de tension entre le porteur de projet et le professionnel. Ensuite, après l'étude, l'étape suivante, ce sera la maîtrise d'œuvre et la MO. Et donc là, on repart de la même manière avec des cahiers des charges, des consultations de professionnels sur l'outre, des analyses de devis, des réunions avec la copropriété. On peut également participer, si besoin, à des réunions avec la MO, la maîtrise d'œuvre, une fois qu'ils sont sélectionnés parce que des fois, ça peut être nécessaire pour s'assurer de la bonne coordination entre la l'AMO et la maîtrise d'œuvre sur leurs différentes missions. En tout cas, on l'a constaté sur certains projets. On a pu du coup désescalader des tensions qui s'étaient créées entre les deux structures. Euh, et après, bah, une fois que la l'AMO et la maîtrise d'œuvre sont déjà présentes sur le projet, nous on est quand même moins présents, mais on reste toujours disponible pour les copropriétaires ou pour les professionnels. Si vous constatez un besoin pour être assisté dans vos missions, c'est quelque chose qu'on peut toujours réaliser jusqu'au vote des travaux, où là, avant le vote des travaux, on va organiser des permanences avec l'appui de l'AMO, enfin en appui de l'AMO plutôt, pour faire en sorte que les copropriétaires comprennent vraiment ce qu'ils vont voter quels sont les codes parts individuels, qu'est-ce qu'ils vont voter, quel va être du coup le prêt associé, quel va être du coup le coût réel mensuel du projet, pour faire en sorte que derrière l'adhésion se passe bien en assemblée générale. Donc j'en ai fini avec la partie sur les aides financières en copropriété. J'ai vu que vous êtes certains à avoir posé des questions dans le chat. N'hésitez pas à en ajouter également. Donc je vais refaire le point sur les différentes questions qui ont pu être posées. Euh, donc il y avait une question. Le garde-fou n'est donc pas retenu si le DPE collectif vise des économies supérieures. Alors déjà à noter que du coup sur l'expérimentation petite copropriété, on parle bien d'un audit énergétique ou d'un DTG. Euh, donc dans le DTG, il peut y avoir un DPE collectif. Mais de notre côté, on conseille plutôt la réalisation d'un audit énergétique. Effectivement, si l'ensemble des travaux possibles permet d'atteindre 25-30%, il faudra faire ces 25-30%. Et en plus de ça, s'il y a un DTG, il faudra faire tous les travaux structurels qui sont nécessaires. L'idée étant de ne pas rénover une rénovation énergétique sur une copropriété qui a en parallèle des urgences structurelles. Il y avait une seconde question qui demandait si il y avait besoin de passer par un système de chauffage collectif. Il n'y a pas dans les dispositifs de MaPrimeRénov' copropriété d'obligation à passer de système individuel à système collectif ou de conserver un système collectif quand il est présent. Ça va impacter les économies d'énergie. euh, mais il y a pas de sujet de contraintes techniques sur MaPrimeRénov' copropriété. D'ailleurs, à ce titre, aujourd'hui, sur MaPrimeRénov' copropriété, depuis 2024 même, il n'est plus nécessaire de respecter les critères techniques de performance des C2E. Si par exemple, vous ne pouvez mettre que 5 cm d'isolation sur les murs pour des raisons d'urbanisme, d'ABF ou autre, je ne sais quoi, ou pour, par exemple pour les balcons. Il n'y a pas de contrainte technique là-dessus, c'est tout à fait possible. Tous les travaux qui permettent d'atteindre les économies d'énergie sont éligibles à MaPrimeRénov' copropriété.
Question suivante sur l'obligation de DPE collectif. Lorsque la copropriété a réalisé un audit de copropriété, est-ce que cela satisfait l'obligation de DPE collectif? La réponse est non. L'obligation de DPE collectif, l'objectif c'est d'avoir du coup, en plus d'avoir un document pour la copropriété qui lui permet de savoir comment atteindre certaines étiquettes, en particulier l'atteinte du BBC. Il y a aussi des objectifs politiques nationaux d'avoir une photographie de l'ensemble de l'état des lieux de l'ensemble du parc immobilier français. Euh, et à ce titre, du coup, cette photographie, elle est faite sur la base de DPE collectifs en 3CL DPE 2021. Donc, nous, ce qu'on conseille la plupart du temps aux copropriétaires et aux syndics, quand il y a des projets où il faut réaliser un audit énergétique, c'est d'ajouter une mission de DPE collectif associée pour avoir des économies sur le projet du fait que bah, si le professionnel a réalisé un audit énergétique en 3CL DPE 2021, il peut très facilement sortir un DPE collectif et ça coûtera a priori moins cher à la copropriété que de payer un DPE collectif à un autre professionnel plus tard. Je vois qu'il y a eu une réaction sur le fait de contraindre les petites copropriétés à atteindre des taux supérieurs à 15%. En fait, aujourd'hui, l'idée c'est que 15% c'est un garde-fou, sinon il faut faire tout le reste. Ce qui permet déjà à la copropriété de ne pas avoir besoin d'un 35%, donc on est déjà sur des avancées. Je pense que l'ANA avait aussi profité de dispositifs d'OPA et de POPAC en se disant que peut-être il y allait avoir des cumuls avec des aides propres à ces secteurs-là qui auraient facilité un peu plus le financement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 30% de financement, c'est pas très important sur la base. Après, si on rajoute des éléments de copropriété fragile ou ce genre de choses, ou dans les petites copropriétés, on peut aussi avoir des situations de sortie de passoire énergétique, même si c'est moins le cas dans notre territoire. On peut avoir des taux plus importants, mais on est quand même du coup sur normalement des travaux qui devraient coûter moins cher du fait d'avoir moins de choses à faire. Un élément important, c'est que l'auditeur doit bien indiquer dans son audit qu'il y a des travaux qui ne sont pas nécessaires structurellement. C'est quelque chose qui a toujours été possible dans le cadre de l'audit énergétique, mais qu'on voit de moins en moins quand quand on est dans des zones avec des contraintes patrimoniales, quand il n'est pas possible de respecter le code de la route sur les largeurs de trottoir ou ce genre de choses, que ce soit indiqué noir sur blanc dans les rapports que ces travaux-là ne sont pas possibles techniquement, que la structure du bâtiment ne permet pas de les intégrer. Et comme ça permet plus facilement d'éviter d'avoir des premiers scénarios qui vont être à 30%. Et une fois que la maîtrise aura fait son travail, en fait, le scénario, il est à 18%. Mais voilà, c'est très important sur la phase étude déjà de bien indiquer les travaux qui ne sont pas possibles. Pour les demandes de bar TH177, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites appel à des délégataires C2E, il en existe un certain nombre, je crois qu'il y a de mémoire, il y a EFI, Sonergia, enfin voilà, il y en a un certain nombre. Je les connais pas tous, mais après il y a aussi la possibilité pour les AMO ou les maîtres d'œuvre qui seraient en capacité de monter le dossier eux-mêmes, d'être en relation directe avec les fournisseurs d'énergie. J'ai en tête quelques professionnels qui proposent de le faire aux copropriétés. Euh, pour les demandes d'accompagnement du service public, alors effectivement, donc on a les copropriétaires qui vont venir nous voir en partie quand ils viennent par leur appartement, mais aussi les conseils syndicaux qui peuvent être assez actifs et qui du coup suivent un petit peu les possibilités de service public. Mais on a également beaucoup les syndics qui viennent vers nous. En fait, on a mis en place un réseau qui s'appelle Actimo 13, qui est un réseau des professionnels de l'immobilier sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et à ce titre-là, on a des personnes qui sont à temps plein pour l'animation des syndics et qui proposent du coup aux syndics de faire un accompagnement de l'ensemble de leurs copropriétés pour leur permettre autant une mise en conformité réglementaire sur le 3PT, mais également d'intégrer les possibilités de rénovation énergétique et toute l'animation qui va avec. Alors, sur la question des panneaux photovoltaïques qui a été posée du coup, euh,
sur les ombrières photovoltaïques sur les parkings. À l'heure actuelle, MaPrimeRénov', copropriété, et il me semble que c'est la même chose sur les logements individuels, ne finance pas les panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que le cadre de financement des panneaux photovoltaïques est très contraint au niveau européen, très contraignant au niveau européen. Et du coup, les panneaux photovoltaïques ne sont pas financés. Et en plus, du fait que ce n'est pas une réelle réduction des consommations, certes, l'énergie n'est pas tirée du réseau, mais cette surface de parking aurait pu permettre une production de panneaux photovoltaïques pour subvenir à d'autres besoins, comme par exemple alimenter, je sais pas, un hôpital à côté ou autre. Ce n'est pas considéré comme une réduction des consommations. Du coup, non, ce n'est pas subventionné et en plus, il n'y a pas d'économie d'énergie associée qui pourrait être au moins prise en compte sur la prime rénov' copropriété. Pour la réalisation du DPE collectif, il existe effectivement une certification DPE avec mention. On constate qu'il y a de plus en plus de bureaux d'études fluides qui les réalisent. J'ai également eu l'occasion de croiser des architectes qui avaient fait cette certification en plus des formations Dynamo pour avoir le droit de réaliser des audits énergétiques en copropriété et en logement individuel. Effectivement, il y a des contraintes sur qui peut faire quoi. Euh, Un architecte ou un énergéticien peut à terme pouvoir faire un DPE collectif. Un diagnostiqueur, lui, dans tous les cas, ne pourra pas faire un audit s'il n'a pas de certification RGE audit, en copropriété en tout cas. Et une question sur le PPT plus DPE collectif. En fait, le plan pluriannuel de travaux peut soit se baser sur un DTG, soit sur une analyse structurelle et architecturale du coup, qui reprend l'ensemble des éléments du DTG, sauf la partie analyse organisationnelle de la copropriété. Et du coup, dans ces cas-là, on, enfin, le PPT reprend déjà beaucoup d'éléments du DTG. On ne rend pas le DTG nécessaire sur toutes les copropriétés. Il est nécessaire à la création d'une copropriété. Il est demandé à être réalisé au moment de la mise en sécurité de copropriété. Et après, sur les copropriétés qui pourraient potentiellement bénéficier de l'expérimentation petite copropriété, dans le cadre d'une consultation plutôt plan pluriannuel de travaux, il pourrait être demandé que le plan pluriannuel de travaux se base sur un DTG complet et pas simplement sur la partie analyse photographique de la copropriété, comme c'est le cas sur un PPT classique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc là, simplement à l'écran, je vous affichais depuis tout à l'heure quelques liens ressources qui vous seront transmis, vu que le PowerPoint vous sera transmis, pour avoir le guide des aides financières en 2025. À noter que la consigne de l'ANA depuis la dernière mise à jour du guide qui a été faite au début du mois, c'est que ce guide est à destination des espaces Conseil France Rénov' et des professionnels du bâtiment, mais plus à destination des particuliers. Donc, ça peut vous aider, vous, à bien comprendre ce qui se passe au niveau national, mais l'idée, c'est plus de le distribuer aux particuliers. En tout cas, nous, que ce soit à l'ALEC et à l'AMEC, c'est quelque chose qu'on a arrêté de transmettre, du coup, pour ces raisons-là. Il y a également à nouveau le lien pour le guide des bonnes pratiques des professionnels que Kevin nous a un petit peu présenté tout à l'heure. Pour les personnes qui n'étaient pas là au début également, n'hésitez pas à regarder la section qui a été faite sur les devis, parce que Kevin est en train de présenter un outil qui s'appelle Mon devis sans oubli, qui est actuellement en bêta, qui est réalisé par une start-up d'État, je crois, pour tout vous dire, et qui a pour ambition de développer une intelligence artificielle qui permet de dire en un clic si le devis va être éligible au dispositif d'aide financière ou pas, ou s'il y a des éléments à ajouter. Vous pouvez retrouver après du coup tous nos webinaires sur les chaînes YouTube de l'ALEC et du CPIE, du PIDEX. Et donc ce webinaire-là sera également présent sur notre chaîne YouTube une fois que notre équipe de communication aura remonté un petit peu le webinaire. Et également, si vous souhaitez nous contacter, donc
À l'ALEC et à la MEC, on a une adresse commune pour la gestion des professionnels qui est l'adresse ex-marseille-provence@loutre-rénovation.fr. On vous invite vraiment à centraliser vos différentes communications avec les pôles professionnels sur cette adresse mail-là, parce que ça va beaucoup plus faciliter les échanges que si vous avez des échanges avec les adresses mail personnelles des conseillers. Je sais il y a certains professionnels qui échangent directement avec moi par mail. La difficulté, c'est que quand je suis absent, du coup, ça ne peut pas être traité. Et donc, ça permet vraiment de faciliter ça. On peut aussi avoir soit une structure fermée pendant quelques jours, soit l'autre, pour X ou Y raison. Ça permet que l'autre structure puisse facilement y répondre. Donc vraiment, si vous pouvez centraliser toutes vos demandes sur cette adresse-là, nous, ça nous facilite la tâche. Également, du coup, adresse à utiliser pour vos demandes concernant du référencement sur le dispositif CoPro de pluie, avec la désimperméabilisation, la maîtrise d'œuvre paysagère et différentes prestations d'études géotechniques. Pour les particuliers, s'ils vous demandent comment contacter le service public de la rénovation de l'habitat sur Aix-Marseille-Provence, deux canaux sont vraiment intéressants à utiliser. Donc Allo Rénov Énergie, qui est le numéro unique de la rénovation sur le territoire, qui permet autant de discuter avec l'ALEC, avec la MEC ou avec la DIL 13 sur toutes les questions juridiques. Donc qui permet d'être une bonne entrée sur le projet, avoir un premier échange téléphonique. À savoir que tous les projets qui seront considérés comme techniques, c'est-à-dire à renvoyer vers l'ALEC ou la MEC, seront automatiquement renvoyés sur l'outre. En tout cas, nous, on aura une sollicitation qui sera créée sur la plateforme Loutre. Donc le particulier peut aussi, s'il le souhaite, créer un compte directement sur Loutre et on s'engage à lui répondre sous 72 heures à sa sollicitation. Également, s'il y a parmi vous des professionnels qui ne sont pas encore référencés, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur aix-marseille-provence@loutre-rénovation.fr et à vous créer un compte professionnel, parce que vous verrez qu'il est possible de créer un compte professionnel sur loutre-rénovation.fr. Je vois qu'il y a une dernière question. Donc, en synthèse sur ce qui change en 2025, ce qui change en 2025 sur la copropriété, c'est l'arrêt petit à petit du financement de la chaudière gaz par MaPrimeRénov' copropriété, avec jusqu'en juin 2025 une possibilité de voter des travaux qui seront financés sur une chaudière gaz à condensation, tant que le dossier est déposé par la l'AMO au plus tard le 30 septembre. Euh, et à partir du coup, une fois que ce ne sera plus possible de financer les chaudières gaz, elles resteront quand même euh, elles pourront quand même être comptabilisées, pardon, dans les économies d'énergie jusqu'au 31 décembre 2026, ce qui permet d'avoir encore une période de transition, mais qui va du coup nécessiter, enfin cette période de transition va du coup nécessiter d'avoir des réflexions sur les énergies renouvelables sur le territoire. Donc ça c'est l'évolution sur ma MaPrimeRénov' copropriété. L'expérimentation, elle n'a pas changé. Et en parallèle, sur les certificats d'économie d'énergie, le gros changement, c'est l'arrêt de la fiche barre TH145 que vous connaissiez un peu tous et qui est désormais remplacée par la barre TH177, qui est maintenant forfaitaire et qui ne dépend du coup plus des économies d'énergie et qui se rapproche dans ces conditions de ma prime rénov copropriété. Sur cette fiche, il est encore possible d'avoir du gaz, mais si ce gaz ne représente pas plus de 30% de la couverture sur les besoins d'énergie de la copropriété. C'est les deux gros changements en copropriété sur cette année. Et en parallèle, du coup, le gros sujet, c'est la mise en place de copro de pluie entre 2025 et 2027 sur le territoire, et pour lequel on vous invite grandement, si vous avez des compétences qui pourraient participer à faire la bonne réalisation de ces projets-là, à nous contacter pour qu'on puisse mettre à jour votre référencement et vous présenter peut-être plus en détail le projet. Vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez déjà, entamer la démarche effectivement de vous inscrire sur l'outre, même si vous n'êtes pas encore RGE en cours de démarche. Ce qui se passera, c'est que quand vous allez créer votre espace, nous, on sera notifié, donc il y aura un échange qui sera fait avec vous, qui nous permettra un peu plus de savoir la situation, quand est-ce que la démarche est censée se terminer, etc. Et nous, comme ça, on pourra revenir vers vous une fois que
la démarche est terminée et validée pour valider in fine le référencement. L'idée est qu'aujourd'hui, notre référencement, il se base sur le fait que l'entreprise soit RGE. Vous pouvez quand même créer votre compte pour pouvoir remplir tous les éléments, mais l'ALEC et la MEC ne vous passera en visible pour les porteurs de projet que lorsque vous aurez une certification sur les prestations pour lesquelles vous êtes référencé. Voilà. Bien, je pense que nous avons fait le tour. Merci à tous pour vos questions et votre présence ce matin. J'espère qu'on a pu du coup un peu plus répondre aux questions que vous pouviez avoir en tant que professionnel du bâtiment. On avait eu beaucoup de sollicitations l'année dernière sur des besoins d'un peu mieux comprendre le cadre des aides financières parce que bien que vous travaillez tous dans un environnement pour lequel on cherche à aller chercher des aides financières pour faciliter le financement des projets in fine. Ce n'est pas votre cœur de métier pour beaucoup. Et du coup, ça nous paraissait important de faire en sorte qu'il y ait un événement qui vous permette d'un peu plus savoir ce qu'il en était. Sachez que s'il y a de nouvelles évolutions, on vous tiendra au courant, soit par l'organisation d'un nouvel événement, soit à minima par la newsletter qu'on envoie à l'ensemble des professionnels référencés pour que vous puissiez être au courant des différentes évolutions sur le territoire. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et encore merci pour votre participation.